Grande gueule. 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 Non, on dit grande gueule. C'est parti pour votre émission Les Grandes Gueules. Nous sommes avec vous jusqu'à 9h30, première incursion de la semaine de votre émission Les Grandes Gueules. Bonjour Mohamed Lamenka. Bonjour Modi, bonjour Hawa, bonjour à tout le monde. Bonjour Hawa. Bonjour à toutes et à tous. Rebonjour pour ceux qui nous suivent depuis ce matin. Bonjour aux auditeurs et auditrices de la radio des femmes, des enfants et de la musique. Bonjour à Mondo Ndoye de l'autre côté de la baie vitrée. Et nous démarrons cette émission par la une des quotidiens Hawa. Ces journaux parus ce lundi 28 novembre 2016 à la une de Walfadjri quotidien, réforme controversée de la Cour suprême. Les magistrats menacent de paralyser les cours et tribunaux. À la une de Zoom Info également, devant l'échec du projet des assises nationales, les magistrats exigent leur indépendance. À la une de Direct Info, réforme de la Cour suprême et statut des magistrats. Les magistrats déchirent le texte. Ils exigent la réintroduction de dispositions de la tenue régulière des réunions du Conseil supérieur de la magistrature. À la une du quotidien, le quotidien retraite des magistrats à 65 ans. L'UMS vote le statu quo. À la une du quotidien L'Observateur, rencontre entre le chef de l'État et l'opposition. Demain, veillée d'armes, les derniers réglages effectués aujourd'hui entre le cabinet présidentiel et Monkoroto au Sénégal. L'opposition affine son mémorandum. Le palais fait dans l'anticipation. À la une de L'Observateur, un drame qui se produit à Guédiawaye, un drame familial. Un garçon de 20 ans qui assène plusieurs coups de couteau à son père. À la une de Sud Quotidien, date des élections législatives de 2017, Déthié Fall dénonce le flou. À la une de Vox Populi, la piste du commanditaire c'est Wade, révélation de Barthélémy Diaz sur l'attaque mortelle à la mairie de Mermoz-Sacré-Cœur. Dans 48 heures, je le prouverai, il piste les nervis dans une école de lutte de la banlieue. Maître Ousmane Gom, Abdoulatif Coulibaly, Talla Sylla, Alioune Tine, entre autres cités à comparaître. À la une de l'As Quotidien, budget 2017 du Sénégal, l'Assemblée nationale valide les 3360 milliards de francs CFA. À la une du quotidien national. Macky Sall au sommet de l'Organisation internationale de la francophonie à Madagascar. Francophonie en potentiel économique à exploiter. Ces pays, la lutte contre l'impunité, un impératif. Pas question de légaliser l'homosexualité au Sénégal. Fidel Castro a incarné une politique de rupture. À la une du Témoin quotidien, rachat de l'hôtel Palm Beach. Notre compatriote Mamadou Sow rafle la mise. Ils étaient 4 repreneurs en lice appuyés par l'État du Sénégal et la compagnie Askia Assurance. Sow, Fram rachète le fleuron finalement à 2 milliards de francs CFA environ. Ouf, 186 salariés sénégalais sauvés du chômage. À la une de Sunulombe, ça chauffe sur l'axe Guédiawaye Parcelles. Modlo et Lac de Guerre 2 bondent les muscles. À la une de Stade Quotidien, tournoi UMOA, Sénégal Burkina Faso, 2-1 en faveur des Lionceaux. Les juniors chevauchent les étalons. C'est là la une des quotidiens parus ce lundi 28 novembre 2016. Modigay. Merci Hawa pour la lecture de la une de ces quotidiens. La une, les titres. Oui, j'en retiens 3. D'abord, il y a la colère des magistrats qui persiste, le débat entre l'exécutif et le portant sur la réforme de la Cour suprême. Il y a également la rencontre entre le président de la République et l'opposition qui remet sur la table le dialogue national. Je retiens également parmi les titres la recrudescence toujours des meurtres, un jeune qui a asséné plusieurs coups de couteau à son pater, et la mort de Fidel Castro. Hawa? Oui, j'ai un intérêt pour cette grève, ce mouvement d'humeur de l'Union des magistrats du Sénégal qui va vers la paralysie des cours et tribunaux, toujours ce bras de fer entre la magistrature et le pouvoir exécutif, et tout ce que ça va donner, ces conséquences directement ressenties par les Sénégalais. Toujours ce manque de concertation et de médiation décrié par l'Union des magistrats du Sénégal sur des choses, des réformes qu'on va apporter à la Cour suprême, mais également sur l'âge de retraite des magistrats, initialement prévu, fixé à 65 ans, et aujourd'hui on veut en faire une exception. Mamadou Badio Camara, pourquoi? Et le tout fait qu'aujourd'hui les magistrats du Sénégal disent niet et enclenche même la lutte et l'amène à une vitesse supérieure. J'ai un intérêt aussi pour ce regain de violence encore et toujours malheureusement. Cette rencontre entre le pouvoir et l'opposition, la première on va dire
Mis à part l'appel au dialogue national lancé par le président de la République, qui avait plus les allures de dialogue politique, plus qu'autre chose, comme les événements après l'ont montré. C'est suite à cela que Karim Meïssa Wade a été libéré de prison et interdit de présence au Sénégal depuis lors. Il est à Doha, au Qatar, et tout ce qui a suivi également. J'ai un intérêt pour le vote par l'Assemblée nationale du projet de loi de finances, le budget 2017, qui a été voté hier. C'était le branle-bas hier à l'hémicycle. Pour une fois, on a vu les députés travailler le week-end avec ces craintes émises par le ministre de l'économie et des finances, la masse salariale de l'État du Sénégal qui les inquiète un peu, disons le budget de fonctionnement qui cruche au détriment malheureusement des volets prioritaires sénégalais, c'est-à-dire la santé, l'éducation, l'environnement, les secteurs d'activité et même les infrastructures. Oui, j'ai un intérêt pour Fidel Castro, hasta siempre, comme l'a dit Las Quotidien. Ok, donc on va démarrer par cet mouvement d'humeur. On peut dire mouvement d'humeur parce que ce qui m'inquiète, c'est que les magistrats, à ma connaissance, n'ont pas le droit d'aller en grève, mais ils menacent toutefois de paralyser le secteur. Bon, le droit à la grève, c'est un droit consacré par la Constitution. Donc, c'est un droit constitutionnel que l'on ne peut pas opposer à un travailleur. C'est-à-dire, on ne peut pas refuser à un travailleur ce droit d'aller à la grève parce que c'est consacré par la Constitution à l'article 25. Cela dit que tout travailleur a droit à la grève. Maintenant, il y a un autre principe qui s'oppose à ce droit à la grève des magistrats, c'est ce qu'on appelle le déni de justice. Le déni de justice, c'est quoi? C'est le fait qu'un magistrat refuse de statuer sur un cas. Par exemple, on présente un cas à un magistrat, par exemple, on accuse quelqu'un de voleur et que le magistrat refuse de juger. On appelle ça le déni de justice et ce magistrat peut être poursuivi pour ce refus de statuer sur ce cas-là. Maintenant, c'est des contradictions, c'est la loi qui est ainsi faite. Il y a souvent des contradictions et finalement on ne comprend pas, mais quand même le droit à la grève, c'est un droit reconnu à tous les travailleurs. Ce débat, si on revient maintenant sur les fondements de ce débat, c'est quoi l'origine? L'origine, c'est aujourd'hui le fait que l'exécutif veuille réformer la Cour suprême en accordant une dérogation, c'est comme ça que je l'appelle, au président de la Cour suprême. Et consistant également à allonger son mandat et à même aller au-delà de la date normale de la retraite. C'est une injustice. C'est un décret injustifié et injustifiable, étant donné que cela peut engendrer d'autres réactions allant dans le sens de vouloir avoir la même chose. Si aujourd'hui, les autres corps de l'administration veulent avoir la même chose, qu'est-ce qui va se passer? On se rappelle très bien que le QCEMS disait toujours qu'ils ont la même formation. Bon, à peu près. La même, ils ont les mêmes années de formation que les magistrats, parce que eux, ils ont fait 4 ans à l'université, plus 2 ans à l'école normale supérieure, d'alors, actuelle FASTEF, ce qui fait qu'ils ont fait 6 ans de formation. C'est la même chose pour les magistrats qui font 4 ans à l'université. C'est après l'obtention de la maîtrise, actuel master, qu'on fait le concours d'entrée au CFJ, Centre de formation judiciaire, pour devenir un magistrat. Donc, 6 ans, et il voulait également avoir les mêmes privilèges, les mêmes opportunités que les magistrats. On a vu ce que ça a donné, des perturbations, et c'est là-bas. C'est là qu'a commencé ce bras de fer entre le QCEMS et l'État. Aujourd'hui, on veut donner une dérogation au président de la Cour suprême et les magistrats veulent que l'on généralise cela. Si on généralise, les autres corps, en mon sens, vont également réclamer la même chose et cela va tout simplement perturber le pays.
Ok. Les magistrats ont-ils les moyens de paralyser le secteur, Hawa? Ils ont bel et bien les moyens de paralyser le secteur. Risque de paralysie, c'est ce qui plane actuellement sur le secteur de la justice. L'Union des magistrats du Sénégal est décidée de passer à la vitesse supérieure dans son différend l'opposant au pouvoir exécutif, en particulier le ministère de la Justice. En tout cas, l'Assemblée générale de l'Union des magistrats du Sénégal donne mandat à son bureau exécutif de mener toute action appropriée, c'est-à-dire tout ce que la loi, la constitution sénégalaise donne aujourd'hui à l'Union des magistrats du Sénégal comme possibilité de lutte, comme levier sur lequel s'activer dans cette lutte. Il me semble que quelque part, en fait, faut pas voir les choses en termes de les magistrats ont-ils le droit d'aller en grève. Une fois qu'il y a violation des règles par les propres acteurs, par les responsables qui devraient eux-mêmes être les premiers à donner l'exemple pour le respect de ces règles, je veux dire, écrites noir sur blanc par la constitution sénégalaise. Après, voilà, ne disons pas bonjour la débandade, bonjour l'anarchie, mais après la riposte s'impose. Chaque action comporte des conséquences, quel que soit l'acteur, que ce soit le président de la République ou le moins important, si tu veux, des Sénégalais. C'est pas ça. Je pense que la bataille aujourd'hui que mène l'Union des magistrats du Sénégal, c'est une bataille de principe, simplement concertation avec les acteurs pour réforme de la Cour suprême, pour statut des magistrats. On ne le dira jamais assez, tout ce qui se fait pour moi, par moi, c'est-à-dire sans moi, ne me concerne nullement. Et c'est ce à quoi nous avons assisté avec le projet de réforme de la Cour suprême qui n'a pas donné la possibilité, la latitude aux propres acteurs, aux magistrats de donner leur point de vue là-dessus, d'être impliqués. Et d'un autre côté, l'exception Mamadou Badio Camara aujourd'hui. Vraiment, ce septuagénaire, comme l'a relevé Walfadjri quotidien dans sa parution d'aujourd'hui, le président de la République Macky Sall semble aujourd'hui privilégier tout ce qui est septuagénaire au détriment des autres acteurs dans ce pays et de la jeunesse plus particulièrement. Il n'y a aucune rupture, il n'y a qu'à voir toutes les structures et toutes les personnes décidées, toutes les personnes choisies par le président de la République, qui sont quand même d'un âge avancé, c'est tous des septuagénaires. Le pourquoi? Il va aller en retraite dans quelques mois. On veut encore le mettre à la tête de la Cour suprême pour 5 ans, c'est-à-dire à ce moment-là, l'âge de retraite pour le président de la Cour suprême, ce sera, et non 65 ans, mais 68 ans. L'Union des magistrats du Sénégal veut une chose, c'est soit on fixe l'âge de la retraite à 65 ans, soit on va appliquer le cas d'école Mamadou Badio Camara à 68 ans. Et comme l'a dit Mohamedou Lamine Ka, après il y a des précédents, les autres corps également pourraient demander qu'on fixe l'âge de la retraite à cet âge. Okay. Il y a un autre principe. Après, je vais lire l'article 25 de la Constitution. Ce principe, c'est le principe de la continuité de la justice. Il ne doit pas y avoir de rupture dans le fonctionnement de la justice. C'est un principe fondamental du fonctionnement de la justice. Maintenant, je m'en vais lire au lecteur l'article 25. Chacun a le droit de travailler et le droit de prétendre à un emploi. Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de ses opinions, de ses choix politiques ou de ses croyances. Le travailleur peut adhérer à un syndicat et défendre ses droits par l'action syndicale. L'action syndicale, c'est la grève. Toute discrimination entre l'homme et la femme devant l'emploi, le salaire et l'impôt est interdite. La liberté de créer des associations syndicales et professionnelles est reconnue à tous les travailleurs. C'est clair. Le droit de grève est reconnu. Il s'exerce dans le cadre des lois qui le régissent. Il ne peut en aucun cas ni porter atteinte à la liberté de travail, ni mettre l'entreprise en péril. Tout travailleur participe par l'intermédiaire de ses délégués à la détermination des conditions de travail dans l'entreprise. L'État veille aux conditions sanitaires et humaines dans les lieux de travail. Des lois particulières fixent les conditions d'assistance et de protection que l'État et l'entreprise accordent aux travailleurs. Donc, cette disposition de la Constitution confère à tous les travailleurs et il n'y a pas de distinction. Mais non, ce qui s'oppose à cette grève des magistrats, c'est que les magistrats sont des travailleurs pas comme les autres. Il y a des principes qui s'opposent. Le principe de la continuité. Oui, c'est le principe de justice. Voilà, le principe de la continuité
de la justice et le déni. Peut-être qu'il y a d'autres principes même qui s'opposent à ce droit de grève des magistrats. Bon, il y a des gens plus éclairés que moi sur les questions de droit. Peut-être ils nous écoutent, ils peuvent intervenir et voilà. C'est ça. Apporter des précisions Justement. par rapport à cette question. Oui. Mais en attendant, demain c'est prévu la rencontre entre l'opposition et le chef de l'État pour discuter des questions électorales et tout ce qui suit à la suite de la lettre envoyée par l'opposition il y a 2 semaines au chef de l'État. Mhm. Oui, il y a combien de temps maintenant que le dialogue national est lancé? C'était le 28 Le 28 mai. 28 mai que le président de la République avait procédé au lancement des consultations nationales appelées dialogue national. Depuis lors, c'est la première fois que l'opposition et le président de la République se rencontrent. Espérons tout simplement que ce qui les oppose aujourd'hui sera mis sur la table et sera discuté de manière sincère et honnête pour que le Sénégal en sorte vainqueur. Moi, c'est tout ce que je demande et je pense que ce soit les leaders de l'opposition, que ce soit le président de la République, ils sont tous des patriotes. Mais ils vont dialoguer autour de quoi? Du fichier électoral. Fichier électoral qui, depuis quelque temps, suscite beaucoup de polémiques, beaucoup de controverses, etc., etc. Et il est déplorable aujourd'hui que le ministre de l'Intérieur ait montré ses limites par rapport à ce débat, par rapport à ce dialogue. Il est vraiment... parce que c'est pas pour rien qu'on confie des responsabilités à des Sénégalais. Si maintenant ces Sénégalais-là ne peuvent pas mener à bien les responsabilités à leur confier, je pense que tout simplement ce qui doit se faire, c'est de leur retirer cette responsabilité ou ces responsabilités et de les confier tout simplement à d'autres personnes plus aptes à les mener à bien. Dialogue, demain c'est prévu Hawa, c'est la date du mardi 29 novembre. Oui, avant déjà qu'ils ne partent pour Madagascar pour la tenue de cette rencontre avec l'Organisation internationale de la francophonie, le président de la République a donné instruction à son cabinet pour bien planifier cette rencontre. La première vraie rencontre entre le pouvoir central et l'opposition, et cela dans toutes les démocraties, vu que nos dirigeants africains sont les premiers à nous sortir le terme de démocratie majeure. Le dialogue déjà, c'est quelque chose qui a toujours existé au Sénégal, donc au plan démocratique, en matière de marche de la liberté et d'un pouvoir fort, d'une démocratie digne de ce nom, le dialogue entre le pouvoir et l'opposition, c'est quelque chose de très important, de vital même pour une nation. Donc c'est une première rencontre prévue entre le président de la République et le Front pour la défense du Sénégal, Manko Wattu Sénégal, a précisé que c'était sur la demande du Front pour la défense du Sénégal, Manko Wattu Sénégal, qui a adressé une lettre au ministère de l'Intérieur à l'intention du président de la République pour pouvoir dialoguer autour des questions sur la réforme du fichier électoral, l'inscription sur les listes électorales, les cartes d'identité biométriques à puce de la CEDEAO et tout le reste. Des questions sur lesquelles, encore une fois, jusque-là, l'opposition pense qu'elle n'est pas impliquée ou qu'elle ne l'est pas assez et qu'il y a pas mal de choses qui sont prévues sans que l'opposition ait eu vent de cela au préalable, c'est-à-dire qu'ils l'ont appris. Les acteurs de l'opposition l'ont appris au même titre que les Sénégalais. Bon, espérons que, comme l'a dit Mohamed Laminka, que le Sénégal, la démocratie sénégalaise, le beau visage sénégalais va sortir renforcé de tout cela et qu'ils sauront taire les tiraillements. Mais aujourd'hui, il ne faut pas trop rêver. Je ne m'attends pas trop à un miracle de cette rencontre également. En attendant, 360 milliards. C'est le budget 2017 de l'État du Sénégal. Marqué quand même par une forte somme qui va
aux fonctionnaires, la masse salariale de l'État qui implose. C'est un cri de cœur qui sort de la bouche du ministre de l'Économie et des Finances. 800 milliards qui vont aller aux fonctionnaires. Déjà, c'est une première que le budget 2017 soit voté en week-end, en l'occurrence en dimanche. C'était le branle-bas hier à la place Soweto. Également, le budget 2017, il est marqué par 74 milliards qui vont à la primature et à la présidence de la République. Le Haut Conseil des collectivités territoriales qui a 6 milliards et quelque chose. Donc, on a noté une baisse avec l'argent alloué au Conseil économique, social et environnemental. Ou encore avec la primature, encore une fois. Voilà, c'est les charges des institutions, les charges de la présidence de la primature qui prennent une part importante du budget du Sénégal au détriment des volets clés, des volets prioritaires et même urgentissimes comme la santé, l'éducation, la préservation de l'environnement, les secteurs d'activité, les infrastructures. Comme disait Lioma disait que le Sénégal a trop de fonctionnaires et une masse salariale trop élevée. Oui, je le disais dernièrement. Je disais que ce qui fait l'efficacité d'un budget, c'est la supériorité de ce qui est réservé à l'investissement sur ce qui est réservé au fonctionnement. Malheureusement, nos budgets sont ingurgités ou tout simplement accaparés par le fonctionnement, la masse salariale, etc., parce que... Surtout par les enseignants. Oui, c'est pas seulement les enseignants. En fait, c'est parce que peut-être ils sont les plus nombreux. Ils sont les plus nombreux. Il y a plus d'enseignants. C'est le corps de la fonction publique qui regroupe plus de qui veut de se travailleurs. développer, mise aussi sur l'éducation. Oui. Et ce qui est constant, c'est que aussi ce corps-là, depuis quelques années, n'a qu'une seule plateforme revendicative. C'est une plateforme essentiellement pécuniaire. Et je me rappelle très bien, en 2014 déjà, le président de la République en voyage dans un pays, j'ai oublié exactement le pays, il disait que la plupart du temps, les enseignants réclament de l'argent. Ils aiment beaucoup l'argent. Je n'ai rien contre mes amis les enseignants. C'est des braves citoyens. Voilà, ils se tuent à la tâche, mais ils aiment trop l'argent, ça c'est clair. Et il y en a même, je pense, un ministre de l'Éducation qui les avait surnommés les syndicalistes. Je pense que c'est ministre Khalidou Diallo qui les appelait les syndicalistes. Donc, cela impacte lourdement sur le budget. Maintenant, il faut essayer un peu de rationaliser, diminuer les charges. On nous avait promis qu'on allait revoir à la baisse le budget de fonctionnement, par exemple, le train de vie de l'État. On s'est retrouvé avec plus de ministres que ce qui avait été prévu. Le président Macky Sall avait promis 24 ou 25 ministres. 25 maxi. 25 au maximum. On s'est retrouvé aujourd'hui avec combien de ministres? Presque 40 ou 41 ministres, sans si je me trompe. Oui, avec les ministres conseillers, les ministres chargés de ceci, chargés de cela, etc., etc. C'est ça qu'il faut combattre. Un petit pays comme le Sénégal n'a pas besoin d'autant de ministres. Je pense que si on réussit à rationaliser les dépenses, le fonctionnement, on gagnerait beaucoup et on mettra l'accent sur l'investissement qui, surtout qu'on nous parle aujourd'hui d'émergence, etc., etc. Voilà, donc c'est mon opinion. Budget, Hawa? Oui, les députés de la 12e législature ont adopté hier la loi de finances pour la gestion de l'année 2017. Le constat est que dans le budget des pouvoirs publics, c'est la présidence de la République qui se taille la part du lion avec 74 milliards 58 millions 170 320 francs CFA contre 72 milliards et poussière pour l'année écoulée. Là où le Haut Conseil des collectivités territoriales se tape un magot de 6 milliards 500 aux grandes dames de l'Assemblée nationale et du Conseil économique, social et
et environnementale qui voient leur budget stationnaire pour la première institution ou réduite pour la seconde nommée. Donc, moins d'argent pour le Conseil économique, social et environnemental et l'Assemblée nationale au profit du Haut Conseil des collectivités territoriales. Finalement, finalement la sucette, elle est coûteuse. J'avais même oublié cette nouvelle institution. Pour moi, on pourrait juste dire budget pour le fonctionnement de l'État. J'ai rien vu concernant je veux dire l'investissement ou les secteurs prioritaires du Sénégal comme la santé, l'éducation, les infrastructures, les secteurs comme la pêche, les mines, le tourisme qui traverse des difficultés actuellement. Ce que je vois, c'est des milliards pour la présidence de la République, pour le Haut Conseil des collectivités territoriales, pour le Conseil économique, social et environnemental. Pour l'Assemblée nationale, je ne vois rien concernant simplement des choses qui intéressent les Sénégalaises et Sénégalais. Mais concernant le vote du budget, ce sont les budgets de ces institutions qui sont les premiers à être votés. Après, les différents ministres vont défiler à l'Assemblée nationale et chacun va recevoir son budget. Oui. Bon, en fait, un budget aussi, c'est des prévisions. Hein. C'est des prévisions. C'est des prévisions et des prêts. Voilà. C'est beaucoup de prêts. Et c'est après qu'il faut aller chercher cet argent-là. Soit dans les recettes fiscales et douanières, soit dans les prêts, comment dirais-je encore, les emprunts au niveau des institutions internationales, etc., etc. Voilà, bon, c'est pas 3000 milliards qui sont dans les caisses. Dans les caisses, c'est des prévisions, c'est de l'argent qu'il va falloir mobiliser, hein, c'est le mot, donc c'est ça. Pour l'État qui nous coûte cher. Oui, ça c'est clair. Bon, déjà, tu viens de nous rappeler cette nouvelle institution que j'avais complètement oubliée. À l'Assemblée nationale, la sucette coûteuse. Il y a le Conseil économique, social et environnemental, l'Assemblée nationale, etc., etc. Donc, c'est autant d'institutions qui aussi demandent de l'argent. Et on gagnerait en tout cas à rationaliser les dépenses et mettre l'accent sur l'investissement. C'est ça qui fait l'efficacité d'un budget. Pendant ce temps, la violence continue à sévir, surtout dans la banlieue. On parle d'un jeune homme qui a poignardé son père. Cela s'est passé à Guédiawaye, un garçon de 20 ans donc, qui a asséné plusieurs coups de couteau à son père, ailleurs également dans la banlieue. Là, on a retrouvé le corps d'un jeune Guinéen qui s'est pendu. Voilà, les meurtres, la criminalité qui continue d'inquiéter la population. Un jeune qui se pend du haut d'une passerelle sur la VDN3. Un ressortissant guinéen arrivé au Sénégal il y a une vingtaine de jours s'est pendu du haut d'une des parcelles érigées sur la VDN3, enlevé par les sapeurs-pompiers. Sa dépouille a été acheminée à la morgue d'un hôpital de Dakar, nous dit Alassane Anne de l'Observateur. On a frôlé le pire vendredi dernier à la cité Safko, à Guédiawaye, à la suite d'une dispute familiale qui a mis aux prises le père de famille. Il se nomme MS et son fils KS, le dernier nommé, est allé s'armer d'un couteau avant de s'acharner sur son père, lui assénant plusieurs coups de couteau. La victime est admise à l'hôpital de Pikine. Donc, encore une fois, la criminalité face à laquelle j'ai que des prières personnellement. Oui. Moi, depuis qu'il y a ces meurtres-là, cette recrudescence des meurtres, on parle d'insécurité. Moi, je parle plutôt de drame social. Parce que on sécurise qui contre qui? Est-ce qu'on peut sécuriser un père contre son enfant? Impossible. Est-ce qu'on peut sécuriser un enfant contre son père? Si, on peut le faire. En mettant l'accent sur l'éducation. Donc, on ne peut pas aujourd'hui parler d'insécurité. C'est un drame social. C'est un drame qui prend ses sources dans la crise des valeurs, dans aujourd'hui beaucoup de mots qui gangrènent la société sénégalaise. Faites le tableau. Tous les cas de meurtre qu'il y a eu ces derniers temps, c'est des proches. C'est entre des proches que cela s'est produit. Donc il faut aller au-delà de cette insécurité dont on parle tout le temps, etc., etc. Si, par exemple, c'était... Parce qu'en fait, cette violence-là, elle est endogène, elle n'est pas exogène. C'est une violence qui se produit à l'interne, au sein des familles, au sein des entreprises, au sein de l'entourage, tout simplement. Donc, il faut aller au-delà et se pencher sur le problème sérieusement et essayer d'en trouver des solutions parce que aujourd'hui, nous vivons un drame social, tout simplement. Un drame social qui interpelle toute la société. Alors pendant ce temps, Fidel Castro est mort. Oui, El Comandante.
Fidel, moi je ne suis pas fidéliste, mais j'ai beaucoup de respect pour cet homme qui a lutté pendant un demi-siècle contre l'impérialiste américain. C'est d'autant plus... aujourd'hui, la disparition de Fidel Castro, donc on parle de la fin d'une époque. De la fin d'une époque. Et je pense qu'ils ont parfaitement raison, parce que des hommes à la trempe de Fidel Castro sont en voie de disparition. Ce qui est aujourd'hui, il doit aujourd'hui inspirer les dirigeants africains qui sont tout le temps sous la coupole de l'Occident, qui dictent ces lois à ces présidents-là, qui fait et qui défait. Et je pense que Fidel Castro, c'est un exemple de courage, de détermination et d'engagement. Il a fait face à presque un demi-siècle d'embargo et il a tenu. Et je pense que c'est un homme dont je salue la mémoire et je pense que tout simplement son œuvre sera conservée, son œuvre sera perpétuée par son frère, par son frère et par les générations actuelles. Que du respect face à Fidel Castro pour quelqu'un qui a eu des convictions, qui a mené un combat de lutte et de principe sa vie durant. Déjà, faire face aux États-Unis d'Amérique, la première puissance mondiale pendant presque 50 ans, face à l'embargo et tout le reste, rester digne, survivre grâce à ses ressources, inculquer cette fibre patriotique à la nation cubaine. Il fallait le faire. Fidel est resté fidèle à ses convictions jusqu'à son dernier souffle, anti-impérialiste, anti-internationaliste, athée jusqu'à ses dernières heures, jusqu'à les dernières heures de sa vie. Malgré la visite du pape à la Havane, il a perpétué l'œuvre internationaliste de l'Argentin Ernesto Guevara, mort en Bolivie. Le régime de Fidel Castro a apporté un énorme soutien également militaire au mouvement de libération d'Afrique, particulièrement au mouvement populaire pour la libération de l'Angola et d'Augustino Neto, jusqu'après l'indépendance de ce pays, contre l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, de Jonas Savimbi, le Front de libération du Mozambique et bien d'autres pays d'Afrique subsaharienne doivent bien une dette morale au commandante. Encore une fois, comme l'a dit Mohamedou Lamine Ka, bataille de principe et également de dignité pour les régimes, surtout les régimes actuels africains qui doivent avoir plus de dignité et d'honneur face à Babylone. Face à Babylone. Et c'est là où nous mettons un terme à cette première partie de cette émission Les Grandes Gueules. Grande gueule. 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 Non, on dit grande gueule.